Et du coup, Florian, toi, tu utilises beaucoup les maps dans tes jeux. Ouais. Et tu fais tes maps toi-même. Je pense qu'on peut peut-être vous montrer quelques exemples de ce qu'il fait sur ton Instagram. Ouais. Par exemple. Ok, donc j'espère donc checker parce que c'est vraiment assez impressionnant. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça t'est venu? Est-ce que t'en fais à chaque aventure? Pourquoi tu les fais? Est-ce que tu recommanderais d'en faire? Tu vois? Ouais. Alors, j'en fais systématiquement. Ok. Plus pour moi d'ailleurs que pour les joueurs de base, puisque je réfléchis souvent à la cosmogonie de mon univers, donc comment a été créé le monde. Donc du coup, les maps, ça me permet de savoir pourquoi il y a telle montagne, pourquoi les villes se sont installées à tel endroit. C'est soit qu'il y a une ressource, soit qu'il y a de l'eau, soit qu'il y a quelque chose. Pareil, les montagnes par exemple, s'il y en a, c'est qu'il y a des formations volcaniques ou qu'il y a des plaques tectoniques ou que c'est un dragon qui est mort et qui c'est son squelette qui a donné naissance à une montagne. Après ça dépend. Du coup, il y a des maps qui peuvent sembler très cohérentes de notre point de vue, d'un point de vue géographique basique. Comme on a appris à l'école, et puis on peut faire des petites folies si on arrive à les justifier. Et ça donne de l'intérêt à l'univers, ça le structure, à mon sens. Pareil pour la géopolitique entre les pays, de savoir qu'il y a telle ressource, telle frontière, telle chose, ça permet pour moi effectivement ça contribue à la création de mes univers. Derrière, pour les joueurs, c'est un support, donc les joueurs, souvent je leur mets à disposition une map. Plus ou moins complexe, ça dépend là pour le coup de la sensation de jeu que je veux leur apporter. Si c'est très orienté combat, ils vont avoir une carte assez simple puisque c'est les grands axes qui sont importants. Si c'est très enquête, ils vont avoir une carte soit beaucoup plus fine, soit en tout cas moi je vais avoir une carte beaucoup plus fine et ils vont pouvoir eux compléter. Des fois ils ont des cartes qui complètent eux-mêmes, voire qui créent. Puisque j'ai fait un univers où le pitch, c'est que toutes les nuits, donc ils ont des personnages qui se connaissent pas du tout, qui vivent leur vie, il y en a qui sont dans des pays en guerre, et toutes les nuits ils se réveillent dans le même rêve, au milieu d'un donjon. Et donc moi, c'est un donjon où j'ai une timeline avec toutes les patrouilles, il y a des pièges, je l'ai tout dessiné, il y a des énigmes, des trucs pour voilà. Et eux, ils se réveillent là-dedans, ils sont en pyjama et démerde-toi quoi. Et puis tu tombes sur deux gobelins pourris, ils te défoncent parce que t'es tout seul en pyjama. Et petit à petit, tu vas apprendre les règles du donjon. Ils vont dessiner le donjon, l'appréhender, arriver à trouver où sont les patrouilles. Et du coup, c'est rigolo parce qu'à la toute fin, tu compares les cartes et c'est rigolo parce que les cartes sont fonctionnelles, c'est-à-dire que juste avec mes descriptions, on n'a pas les mêmes échelles, on n'a pas le même dessin, mais au final, on est tout à fait capable de se repérer dans notre donjon, eux comme moi. Et du coup, ouais, les maps, c'est assez intéressant. Est-ce que je recommande d'en faire ? Ça dépend de ce que vous voulez faire et du type d'univers. C'est-à-dire que si votre univers est contemporain dans le monde réel, il n'y a pas forcément besoin de faire de maps puisque elles existent. Ouais. Si c'est un truc dans l'espace, typiquement, c'est compliqué de faire des maps. Tu peux faire des cartes galactiques. Tu fais des cartes galactiques, mais tu vas pas créer des continents. Voilà, chaque planète, c'est insupportable. Il y a un côté d'échelle. Moi, j'aime bien aussi me représenter visuellement. Ma toute première campagne, j'avais fait aussi plein de continents et plein de pays. Et chaque pays avait sa carte faite avec sa technique. C'est-à-dire qu'il y en a où les montagnes, c'était des petits ronds, il y en a où c'était des pics, il y en a où vraiment c'était tout dessiné de façon chiante. Et ouais, puis c'est ce que je disais, c'est que je réfléchis beaucoup en amont à la cohérence de mes univers et le fait de prendre ce temps, puisque ça demande du temps de faire des cartes, on va pas se mentir. C'est aussi un moment où je me pose les questions de quand je dessine une ville, au-delà de savoir pourquoi la ville est là, je me dis ok, il y a qui là-dedans, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses objectifs, et ça me permet un petit peu de justement prévoir, anticiper, et ça me permet aussi du coup d'être meilleur en improvisation puisque je m'approprie mon univers plus. Et du coup c'est pareil, pour le faire il faut que tu aies un peu déjà une idée
une grosse idée quand même de ta campagne, de ce que tu vas faire, des endroits Ouais. qu'il y aura. Hello, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si toi aussi tu as envie de devenir maître du jeu ou de progresser en tant que maître du jeu, on a créé un starter pack contenant 3 vidéos, c'est gratuit et le lien est en dessous de cette vidéo. Bah oui et non. En général, typiquement là j'ai fait un univers japonais. J'ai globalement dessiné le Japon, je l'ai modifié et puis ça fonctionne. Mais il y a des fois où c'est plutôt l'inverse, c'est je vais faire la map. Et alors j'ai toujours une idée globale de ce que je veux faire, mais des fois les idées viennent aussi en dessinant la carte. C'est-à-dire que d'un coup je me dis ah bah tiens là je peux mettre telle ressource, ça va engranger ça, bim, quête secondaire. Là il y a est-ce que je vais mettre une nouvelle race, genre des elfes à cet endroit-là. Bon bah s'il y a des elfes, est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont méchants, potentiellement ça va avoir un impact. Potentiellement il y a des choses qui se dessinent avec la map, sans mauvais jeu de mots. Donc ouais, non, c'est un bon outil, effectivement. Puis même pour les joueurs, parce que c'est un support, moi j'aime beaucoup dessiner, même au-delà de juste les cartes, je dessine les créatures de mon bestiaire souvent. Pour l'univers japonais, j'ai dessiné quelques armes, quelques armures, quelques villes, pour que les gens puissent se représenter, puisqu'il y a des... Pour le japonais, ça va, souvent les gens ont les références, mais déjà pas tout le monde. Donc c'est bien d'avoir ce côté de la représentation. Et d'ailleurs, j'ai une autre anecdote, un peu sympa. Quand j'étais joueur, il y a une fois, le MJ nous arrête en plein milieu d'une session. On était arrivé, je crois, devant une taverne ou quoi que ce soit. Il nous sort du papier, il nous dit dessiner la scène. Okay. Et en fait, on avait tous la même description et on a tous dessiné. Alors déjà, tout le monde n'est pas aussi à l'aise en dessin, machin, mais en fait, cette représentation qu'on a, il y en a qui dessinaient de façon manga parce qu'ils étaient plus à l'aise avec ça. Il y en a, c'était des bonhommes bâtons. Il y en a qui leur personnage était devant. Il y en a, leur personnage était derrière. Il y en a, il y a plein de choses qui ressortaient. Et en fait, personne n'avait la même scène sous les yeux, mais tout le monde était capable de construire l'univers avec. Et la map permet d'avoir un socle commun. Quand même un socle commun, ouais. Effectivement, qui me semble important, quoique pas absolument essentiel ou nécessaire, hein, mais... Oui, tu ne le recommandes pas de le faire à chaque partie? Non. Ou à chaque session, ou chaque... Non, pas forcément, puis ça dépend, pareil, si l'idée c'est d'avoir un truc un peu plus scénarisé, couloir, il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'une map, puisque les joueurs vont avancer selon une direction, donc ce qui est en dehors, c'est pas nécessaire. Et encore une fois, il n'y a pas de souci avec ce genre de campagne ou de scénar. Par contre, effectivement, si moi qui aime bien avoir des univers très ouverts, j'aime bien proposer ça à mes joueurs pour qu'ils puissent se représenter de où est-ce qu'ils peuvent aller. Okay. Est-ce que c'est un outil que tu peux utiliser comme orientation pour orienter tes joueurs? Oui. Tu utilises beaucoup dans ce sens-là? Ouais, ça dépend, mais encore une fois, de toute façon ça dépend toujours. Ouais. mais oui, bah, les cartes, quand justement des cartes assez précises, va y avoir des points d'intérêt. Donc les points d'intérêt, ils vont regarder la carte que je leur mets à disposition, ils disent tiens, c'est marrant, là il a dessiné un gros arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a une faille au milieu de nulle part, d'où ça vient, machin. Parce que oui, quand je disais que moi, je réfléchis beaucoup à la cosmogonie, à pourquoi il y a telle montagne, pourquoi il y a tel truc, mes joueurs, en général, c'est pas tellement le cas. Eux, ils s'en fichent. Un gros arbre, on y va. Voilà, il y a des montagnes, il y a des rivières. Bon, bah, la rivière, on la passe, et puis on s'en fout de pourquoi elle est là, quoi. Moi, j'aime bien avoir cette réflexion parce que ça m'aide, mais les joueurs, en réalité, 9 fois sur 10, ils s'en fichent. Pour autant, des points d'intérêt peuvent être remarqués. Okay. Donc si tu fais un petit dessin, tu dessines un dragon dans l'eau, bah, ils vont se dire est-ce qu'il y a des dragons dans l'eau? Alors que des fois c'est juste un truc stylistique pour décorer, et puis bah, des fois non. Bah, ça va soulever la question. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a ce côté, tu peux orienter les joueurs. Ouais. Okay. T'as amené une carte, tu nous as montré, je sais pas si tu peux nous la montrer au podcast.
une carte, tac. Et tac. Tu peux nous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, raconte-nous un petit peu peut-être ce que c'est. Déjà, c'est super chouette. Bah, C'est vraiment sympa. c'est un univers japonais, du coup, où les joueurs rencontrent des yokai, donc des entités un peu souvent malignes du folklore japonais. Ouais. Donc, il y a plusieurs axes. Il y a ceux qui peuvent discuter avec ces entités, donc soit faire un peu de la chasse Pokémon, histoire de les recruter et de les envoyer au combat. Il y en a qui fusionnent avec, qui se font posséder. C'est là-dedans, du coup, qu'il y a le système de magie où les joueurs créent leur magie avec des composantes. Et du coup, effectivement, donc là, il y a les villes principales, et puis il y a quelques points d'intérêt. Il y a une Torii Gate qui est ici, il y a un gros poisson, un dragon, un arbre. Il y a quelques petits trucs. Il y a des fleuves aussi par là à peu près. Là. Il y a des fleuves, il y a la route impériale, il y a plein de choses. Sachant que la carte n'est pas finie, puisqu'il y a d'autres choses. Une fois, ils sont allés au nord, donc j'ai complété Et, avec... Par exemple, les endroits ici, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses Voilà. qu'ils n'ont pas découvert en gros. Exactement. D'accord. Ils n'ont pas encore découvert. Intéressant. Ouais, ça, ils y ont accès du coup. Ça, ils y ont accès. Ok. Ça, ils viennent tous de cet empire, donc ils connaissent cette carte. Ok. Et après, effectivement, quand ils vont ailleurs, donc ils étaient allés au nord, je leur avais donné une carte parce qu'ils y avaient accès. Ils sont allés à l'ouest, ils n'avaient pas de carte, donc je leur ai juste dit, bah vous êtes là. Voilà, démerdez-vous. Un point technique, parce que toi tu joues pas mal online, de ce que tu me disais en off tout à l'heure. Je joue online aussi, ouais. J'ai Et un groupe en ligne. Pour les cartes, en général, tu Je fais quoi? Tu les dessines, je tu les les prends scanne, photo Ouais. je les scanne et je les importe Ok. sur Roll20. Ok, ouais. Qui est un site qui permet de visualiser des lancers de dés, c'est un peu sympa. On peut y mettre quelques fiches de personnages, même si c'est assez laborieux à mettre en place. En général, nous, on prend des Excel à côté sur Drive. Ouais. Et par contre, effectivement, il y a plein de visuels. Tous ces mêmes techniques. Hein. Mais c'est ça. Même les villes, au niveau des villes, au niveau de la façon dont tu les as écrits, il y a un côté un peu calligraphie, quoi. Ouais, bah j'essaye Et, toujours c'est de vraiment dessiner les cartes comme j'estime qu'elles seraient dessinées par les locaux. Ouais. Ok. Ok. Ou par Excellent. enfin, un petit peu les gens logiques. Et j'ai dessiné aussi quelques villes. Excellent. Donc ça c'est l'une des villes principales de l'Empire. Et donc là, il y a énormément de détails. Donc il y a les différents quartiers, il y a différents bâtiments qui sont... Voilà. Et donc là, pareil, les joueurs peuvent utiliser ça et me dire, bah tiens, tel endroit, je vois ça, est-ce que si j'y vais, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, bah, rien, c'était pas un détail très important, mais des fois, il y a des choses. Il y a des petites choses à explorer dans ce genre d'environnement. Donc, alors ça prend vraiment beaucoup de temps. Ouais, c'est ça, c'est ma question, c'est combien de temps ça t'a mis ce type de carte? Ça vraiment, la carte d'en dessous, c'était assez rapide, d'autant que je me suis clairement inspiré du Japon, donc la forme, machin, c'est allé assez vite. Ça m'a pris bien 3-4 heures pour la ville. C'est pour ça je le fais beaucoup moins. Ouais. Mais c'était un petit kiff pour qu'il se représente un petit peu ce que moi j'avais en tête pour compléter les descriptions. Ça part d'un kiff à la base, principalement. Pour moi, c'est vraiment, effectivement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup de toute façon. En général, je me mets des séries et puis je dessine à côté. Donc, donc voilà, ça part de là. Et, en fait, de ce que je comprends, tu as plus utilisé ta passion pour ajouter un élément dans tes sessions. C'est plus ça, ouais. Effectivement. Ok, d'accord. Donc en fait, si je sais pas si on pourrait se conseiller, mais si du coup, moi j'ai l'impression que c'est surtout si vous avez des passions qui vous pouvez utiliser dans le roleplay, peut-être qu'en fait c'est un peu le message de ce podcast, c'est que en fait vous pouvez en faire quelque chose de vraiment cool pour les joueurs, quoi. En fait. Ouais, que ce soit du dessin, que ce soit du jeu de société aussi. Parce que j'ai des systèmes où j'avais un one-shot où tous les joueurs jouent le même personnage, qui est schizophrène. Donc ils ont chacun une personnalité. C'est un peu rigolo, il faut aller sur une carte mentale donc, pour essayer de retrouver les différents souvenirs pour savoir ce qu'il est en train de faire et contrer ses actions. Et il y avait une tour de Jenga au milieu.
Et à chaque fois que quelqu'un loupait un jet, et bah, on faisait le truc et c'était la stabilité mentale. Et puis si ça s'écroulait, bah, c'était la mort cérébrale. Ah putain, trop bien. Et pareil, de jouer avec des jetons, jouer avec des cartes. En fait, ouais, il y a plein de choses à incorporer au jeu de rôle. Encore une fois, c'est un média qui est un peu infini. Donc on aime les jeux de société, on peut apporter ça. On aime dessiner, on peut apporter ça. On aime les calculs, bah, on fait des systèmes qui vont plus loin. Ouais, il y a plein de choses à faire. Et à mettre à disposition des joueurs plus ou moins, parce qu'il y a des choses qu'on peut garder pour soi si on sent que c'est pas pertinent de leur donner accès. Et à l'inverse, quand ça peut l'être, autant en profiter. Et du coup, en termes de géographie, il y a des choses que tu as étudiées ou est-ce que c'était, je sais pas, peut-être déjà une matière qui te passionnait de base à l'école? C'est une matière que j'aimais beaucoup, déjà. Et que tu as creusé du coup davantage pour pouvoir faire ça? Ouais, j'ai creusé un petit peu pour comprendre comment les continents se formaient, comment les montagnes, les rivières, les lacs, un peu tout. Il y a des choses qui ne se créent pas naturellement, typiquement, et il faut juste éviter les grosses incohérences là-dedans, ou les utiliser, au contraire, en appuyant dessus et en les justifiant par des éléments de la magie, des travaux faits par tel ou tel peuple pour ça. Donc, parce que typiquement, c'est vrai que par exemple le côté Japon, moi j'avais réfléchi à un moment de faire un roleplay un peu sur cette thématique, mais finalement je suis pas allé dessus parce que je connaissais assez mal la culture et l'histoire, on va dire, japonaise, et j'avais peur que ça me prenne beaucoup de temps. Bah là, effectivement, là ça demande beaucoup d'implication, notamment pour tout ce qui est yokai et créatures du mythe japonais. Du coup, j'ai un fichier où j'en ai une centaine avec globalement à quoi ils ressemblent, ce qu'ils veulent, comment en sortir ou pas, parce qu'il y en a des plus sympas que d'autres. Et, un peu ton bestiaire, quoi, en fait. Un peu, voilà, du coup ça donne mon bestiaire. Et en général, quand tu te lances là-dedans, tu commences par quoi? Par exemple, si tu vas chercher des choses, par exemple le Japon, tu vois, tu commences par quoi au niveau de tes recherches? T'as peut-être déjà de la culture un peu de base dessus, mais... Ouais, t'as de la culture de base. Bah, je voulais mettre, typiquement, des axes plus Bushido ou Ninjutsu. Et je considère que il y a des codes d'honneur différents sur les deux. Enfin, je considère rien du tout. Il y a des codes d'honneur sur les deux, mais qui sont très différents. Et du coup, pour mes joueurs, c'était important que moi, je sois très clair là-dessus pour leur expliquer. Donc, tu vas vérifier qu'est-ce que c'est un samouraï, à qui il prête allégeance, comment il réfléchit, machin. Après, évidemment, ils réfléchissent tous comme ils veulent. Mais d'avoir des bases. Pareil, sur les armes, j'ai fait pas mal de recherches sur quel type d'armes ils utilisaient, quelle technologie, l'architecture aussi, un petit peu pour avoir dans mes descriptions quelque chose, même si je rentre rarement dans les détails, je fais pas des descriptions absolument exhaustives, je laisse justement pas mal de place aux joueurs pour qu'ils se fassent leur propre truc. Mais typiquement, le fait que les châteaux japonais, souvent ils sont en terrasse avec des plans inclinés, donc c'est escaladable, et puis il y a juste une petite muraille en haut pour pilonner. C'est pas du tout, vu que c'est très sismique, c'est pas du tout comme le château Nou, où c'est une grande muraille. Enfin, voilà, il y a plein de détails. Faut s'intéresser un petit peu, et puis en réalité, il y a certainement 3000 incohérences dans le truc. C'est ça, il faut pas chercher à faire un truc. Et à partir du moment où c'est pas gênant, et où il n'y a pas un expert du Japon médiéval, parce que ça peut arriver, hein. Quelqu'un qui est à fond et qui te dit ah bah non, ça ne se passe pas comme ça. Ces cartes aussi, du coup, donc tu t'en dessines sur des plus grands formats, et t'as un Instagram, et tu en vends aussi, c'est ça? J'ai un Instagram, effectivement, et je vends depuis peu de temps des cartes. Vous mettrez un lien dans la description si vous voulez aller voir, c'est vraiment chouette ce que tu fais. Bard.mana.
C'est ouais, bah du coup ça vient un peu de là. Ouais. Ça T'as vient commencé en gros. J'ai commencé en faisant faisant des cartes de jeux de rôle. Et puis il y a un moment, je me suis dit tiens, j'en ferais bien une sur un tableau. Donc j'ai pris une toile et puis j'ai dessiné la carte de Game of Thrones, de Westeros. Et puis bah ça rendait pas mal. Et j'en ai fait 2-3 autres. À la base, je les faisais parce que j'avais un projet de boutique. Au final, j'ai pas trouvé de local, c'est toute une histoire. Donc voilà. Mais du coup, il se trouve que je vais les vendre maintenant en ligne de façon plus directe. Et du coup, ouais, donc c'est des univers geeks principalement. Donc de bouquins, de séries, de films. J'ai du Eragon, j'ai Warcraft. J'ai plein de choses. Plus, du coup, j'ai aussi fait des petits dessins, des petits personnages. Enfin, encore une fois, j'aime bien dessiner, j'aime bien créer pendant que je glandouille sur mon ordi. Et c'est venu de là. Et donc, effectivement, j'ai ces trucs-là que je vends. Et les gens peuvent te passer commande sur des choses spécifiques? Complètement. Ok. Ça se passe comment? Il y a la moitié des cartes que j'ai faites sur commande. Ok. Bah, ça se passe qu'on me dit, on me contacte, on me demande tel univers, est-ce que c'est jouable? Je regarde les proportions, les dimensions, je propose des formats. En fonction du format, forcément, il y a le prix qui est modifié. Et puis bah après, banco. Globalement, je demande quelques spécificités. Typiquement, est-ce que les routes, vous les préférez dorées, blanches, ou enfin voilà, quelques détails, parce que l'idée c'est de faire du sur-mesure et que ça plaît au mieux. Mais puis après, bah, je m'y mets et je fais une proposition et puis banco quoi. Trop cool. Trop cool. Trop bien. Bah ouais, en tout cas. N'hésitez pas à la checker parce que vraiment ce qu'il y a sur l'Insta est vraiment top. Pour le coup.